Lorsque j'ai vu votre thème « Nouveaux équilibres », moi, j'ai tout de suite pensé déséquilibre. Plusieurs intervenants en ont parlé en introduction. Ce qui frappe aujourd'hui dans le monde qui nous entoure sont les déséquilibres systémiques auxquels nous assistons dans le monde, que ce soit le changement climatique, la diminution des ressources, l'excessive financiarisation de l'économie, la montée du numérique, les immenses inégalités, ça c'est pour le monde. En France, nous avons aussi notre lot d'inégalités entre les personnes, entre les territoires, un ascenseur social qui est bloqué, un taux de chômage élevé. Nous avons eu une crise des gilets jaunes qui a été récemment un profond déséquilibre pour notre pays, auquel nous avons essayé de répondre avec l'organisation du grand débat. Dans nos organisations, les déséquilibres sont aussi innombrables. S'agissant des enjeux stratégiques, l'ubérisation ou à tout le moins l'obsolescence accélérée de nos business models, la grande inadéquation de nos systèmes numériques qui sont partout à la traîne des besoins tant internes que ceux de nos clients, la crise de l'engagement également, avec les millennials, mais pas seulement. Dans l'entreprise, les gens se sentent aujourd'hui pas forcément accueillis comme ils aimeraient l'être, avec leurs attentes en matière de qualité de vie au travail, d'équilibre de vie privée, vie professionnelle, de droits qu'on ne fait pas suffisamment à leur volonté d'être entendus, de co-construire leur avenir, de recherche de sens, de détestation de l'autoritarisme et des petits chefs. Un sondage d'Opinionway récemment, je lisais hier, montre que 88% des salariés trouvent qu'il y a trop de petits chefs dans les entreprises. Donc tout ça, ça crée beaucoup de désengagement, beaucoup de déséquilibres. Et ces déséquilibres, pour moi, c'est presque, tant ils sont nombreux, une déflagration. Et c'est quelque chose qui fait peur. Récemment, dans un discours qu'il a fait, le Premier ministre, qui ne savait pas que vous alliez vous réunir pendant ces 2 jours sur les nouveaux équilibres, nous a dit que les gens étaient impressionnés par la puissance des déséquilibres auxquels ils assistaient. Et pas seulement les gilets jaunes. Moi, je venais d'expliquer que la crise des gilets jaunes m'avait effrayée. Et le Premier ministre a dit, il n'y a pas que les gilets jaunes, c'est systémique. Tout autour de nous est déséquilibre. Et ces déséquilibres nous impressionnent. Ils nous font peur. Oui, j'ai eu peur de la crise des gilets jaunes. J'ai eu peur physiquement, parce que quand on vient fermer votre bureau, quand un gendarme vient fermer votre bureau le vendredi soir alors qu'il ne l'a jamais fait depuis 4 ans, quand on parle de retirer les drapeaux des immeubles de la République pour ne pas les souligner à la vindicte populaire, heureusement on ne l'a pas fait, quand on met des grosses barres de fer le long des portes de Matignon parce qu'on a peur que des gens viennent fracasser votre bâtiment, votre lieu de travail, oui, ça crée de la peur. Donc j'ai ressenti cette peur. Cette peur, je pense l'avoir partiellement résolue au mois de mars, quand j'ai fait intervenir devant un panel de cadres dirigeants de l'État, un prospectiviste qui s'appelle Marc Alévi, qui est à la fois physicien et philosophe. Peut-être vous avez compris de ma formation que j'aime les gens qui sont à la croisée des disciplines. Être physicien, être philosophe, être historien, ça donne sur les choses peut-être un regard un peu plus éclectique, un peu plus innovant. Et il nous a réunis dans une salle où il y avait écrit sur le mur « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Et c'était exactement la question que je m'étais posée. Je m'étais dit « Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous, dirigeants publics qui travaillons facilement 15 à 17 heures par jour, pour être aussi décalés avec les attentes de notre pays ?» Et de voir cette phrase « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» ça m'a détendue. Ça a été un premier pas. Et ensuite, il nous a expliqué, alors ce n'est pas une pensée magique, c'est quelque chose qu'il a étayé par des travaux, il nous a expliqué que nous vivions une véritable déflagration, une véritable rupture, comme il ne s'en passe que tous les 550 ans. Et que donc c'était normal de se sentir aussi déstabilisé. Ce que nous vivons aujourd'hui, grosso modo, c'est un peu ce que les hommes et les femmes ont vécu quand ils sont sortis du Moyen-Âge pour entrer dans la modernité. C'était à peu près entre 1350 et 1500. Aujourd'hui, nous vivons l'achèvement du cycle de la modernité, dont on voit qu'il est à bout de souffle et dont les prospectivistes nous prédisent
la sortie vers 2050. On espère une sortie vers le meilleur, vers un nouveau cycle plus stabilisé et plus épanouissant. Mais toujours est-il que nous sommes dans l'œil du cyclone, nous sommes au point de rupture entre deux grands cycles de 550 ans et aucun ancien vivant ne peut nous conseiller parce que les gens qui pourraient nous conseiller, ils sont morts depuis près de 500 ans. Et donc ça, je dirais, mes dirigeants, ceux dont je m'occupe, et moi, on est ressortis de là en se disant « Ah bah alors c'est normal de se sentir aussi fragilisé avec autant d'enjeux qui nous paraissent extrêmement difficiles à adresser. » Alors, sortis de là, moi j'ai envie de vous proposer, en face de ce déséquilibre, le déséquilibre permanent pour faire face au déséquilibre. Alors, ça fait un peu peur de se dire on va se mettre en déséquilibre. Alors vous me direz, il y a beaucoup de peur. Je pense que la peur joue un grand rôle dans ce à quoi nous devons faire face. Parce qu'on a peur du déséquilibre qui est à l'extérieur, mais on peut aussi avoir peur de se mettre en déséquilibre à l'intérieur. Alors ce que je vous suggérerais, c'est de vous rappeler tous les moments de votre vie où vous avez été en déséquilibre et où, de ce fait, vous avez dû convoquer en vous des ressources et où peut-être vous vous êtes projeté vers des choses nouvelles, inattendues, qui vous ont peut-être fait plaisir, qui vous ont peut-être fait vivre des choses étonnantes, agréables, nouvelles. Et je voulais vous dire que moi, j'aime le déséquilibre. J'aime le déséquilibre par nature et par construction. Par construction de mon parcours, qui a été assez divers à partir d'une formation initiale scientifique, et où, à chaque fois que j'ai commencé un nouveau job, je n'étais pas faite pour ce job. Et d'ailleurs, il y a un ami qui m'a dit « C'est bizarre, tu es devenue directrice générale en 2014, mais sur ton CV, il manquait une case. » Et en fait, c'est vrai. Ensuite, quand je suis arrivée à Matignon, des RH du secteur public, je n'avais jamais fait de RH public, il me manquait aussi une case. Je suis un peu la fille à qui il manque une case, en quelque sorte. Mais c'est une chance énorme, parce que quand il vous manque une case, bah, vous êtes obligé d'aller puiser dans des ressources pour être à la hauteur, puiser dans vos ressources et aussi de vous tourner vers l'extérieur en admettant que vous ne savez pas et que les autres savent mieux que vous. Donc voilà, être la fille à qui il manque une case, je crois que ça a été pour moi une vraie chance. Et ça m'a permis de, peut-être comme M. Jourdain, de développer des réflexes de déséquilibre qui m'ont été utiles dans ma vie professionnelle et dont je pense qu'en les amplifiant, parce que bien sûr, moi j'ai fait petit et nous tous, maintenant il faut que nous fassions grand, dont je pense que ces réflexes sont indispensables pour faire face au déséquilibre, à la déflagration extérieure. Alors, ces déséquilibres à gérer, il me semble, par ordre de complexité croissante, que le premier, c'est se dire qu'on ne sait pas, se dire qu'on ne sait rien et que nous devons observer. C'est extrêmement difficile d'observer. On nous a appris à penser, on nous a appris à juger, on ne nous a pas appris à observer. Nous sommes des sachants qui expliquons aux autres ce qu'il faut faire. Or, il faut observer au niveau où les choses peuvent l'être pour agir ensuite au niveau où il faut agir, c'est-à-dire au niveau local, et ensuite faire remonter l'information qui a été obtenue grâce à cette observation. Alors, il y a beaucoup de manières de faire. Nous, par exemple, on a fait du mécénat de compétences auprès de l'économie sociale et solidaire. On a fait descendre des hauts potentiels, des hauts fonctionnaires, pour qu'ils aillent vérifier sur le terrain comment nos réglementations emmerdaient au jour le jour les innovateurs sociaux, les empêchaient d'innover, les empêchaient de mettre en œuvre des modèles nouveaux, tant nos réglementations étaient pléthoriques, incompréhensibles, bloquantes. Et aujourd'hui, sur le terrain, il y a des hauts fonctionnaires qui aident des associations de l'économie sociale et solidaire dans tous les domaines, et elles en sont ravies. Le mot « emmerder », ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon chef, le secrétaire général du gouvernement, au fameux séminaire dont je parlais tout à l'heure où j'ai fait intervenir Marc Alévi. Il nous a dit « il faut que vous arrêtiez d'emmerder les Français ». Et pour ça, il faut aller voir ce que les Français vivent, il faut descendre dans l'arène, il faut observer. Voilà. Le deuxième point, c'est, compte tenu du fait que tout va très vite à l'extérieur, il faut
modifier nos façons de travailler. Alors c'est un mot un peu vague, mais profondément, il faut modifier la manière dont nous partageons l'information, dont nous prenons nos décisions, dont nous élaborons nos stratégies. Il faut aller plus vite et il faut réactualiser plus périodiquement. Lorsque j'étais DG d'AFNOR Certification, on faisait des séminaires stratégiques tous les 2 ans et on remettait la stratégie sur le métier tous les ans. Aujourd'hui, le rythme s'est accéléré. On fait des séminaires chaque année et il faut faire des points d'alignement tous les 3 mois pour voir ce qui est sur la pile, quelles sont les priorités stratégiques du moment. Ça, c'est essentiel si on veut ne pas être en retard dans cette course qui s'est accélérée. Et enfin, là, c'est beaucoup plus difficile, il faut aussi s'attaquer à nos organisations qui sont devenues des plats de spaghettis. Pour l'État, j'en atteste, nous avons en face de nous des plats de spaghettis, des embroglios, mais je crois que nous n'avons rien à envier aux grandes entreprises dont un certain nombre d'entre vous ici êtes les représentants. Une étude du BCG dit que depuis les années 60, le niveau de complexification a été multiplié par 6 et qu'en face, nos organisations ont multiplié leurs complications par un facteur de 35. 75% des entreprises sondées disent que ça leur pose un sérieux problème. Et 50% des entreprises sondées disent qu'elles sont arrivées à un niveau critique de complications qui les embolise, qui les empêche de réorganiser. Alors là, il y a aussi tout un tas de choses à faire, et notamment réfléchir, il y a des entreprises qui réfléchissent à ça, à passer de la fonction au rôle, ce qui permet, dans les moments de réorganisation, d'être plus agile pour faire évoluer ces organisations. Dans ces 3 domaines, je pense que nous, les DRH, nous avons un grand rôle à jouer. Alors, les DRH privés comme les DRH publics, nous sommes très embolisés par de la quincaillerie, vous, par un droit que nous vous imposons et qui parfois est très changeant, très mouvant, pour le meilleur, certes, mais c'est quand même assez difficile à absorber. Et puis vous gérez LBO, vente, rachat, PSE, plan de départ volontaire. Tout ça, ça crée énormément d'activités. Vous avez une énorme charge juridique, administrative, de relations sociales. Je sais que vous faites d'autres choses, mais ces autres choses, il faut les intensifier, de mon point de vue. Il faut intensifier la gestion des talents. Donc finalement, on a dit que j'allais parler de gestion des talents. Je ne vais pas en parler énormément, mais c'est parce que mon collègue, le général Hübscher, en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. La manière de sourcer, la manière d'évaluer, la manière de former sur les compétences clés qui permettent de gérer ces déséquilibres, que sont la capacité à prendre des risques, la capacité à responsabiliser, à faire travailler le collectif, à penser out of the box, à prendre du feedback, à en donner, qui sont ces soft skills sur lesquels on a tellement de mal à progresser. Donc ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est en étant exemplaire dans nos directions des ressources humaines, et ça, je sais que la plupart d'entre vous, vous l'êtes, en mettant en œuvre des modalités plus agiles de travail avec vos clients internes, en mettant en place, par exemple, des labs RH, c'est-à-dire montrer au métier que vous faites les choses que vous avez envie qu'ils fassent. Et enfin, c'est être un business partner. Alors c'est mieux en anglais business partner que partenaire métier. Être un business partner, c'est essentiel. Je pense que les DRH ont tout en main pour être des business partners. La fonction RH, c'est une fonction qui est centrale, qui est focale, qui est capable de faire des synthèses, qui est capable de faire du benchmark. Certains d'entre vous sont issus du métier. Vous avez aussi des collaborateurs qui sont issus du métier dans vos directions des ressources humaines, vous avez les cartes en main. Les attentes sont énormes. Souvent, lorsque les directions métiers se plaignent des DRH, c'est que les DRH ne sont pas assez proches d'elles. Moi, quand j'étais directrice générale d'AFNOR Certification, j'avais 2 partenaires, c'était le directeur financier et la DRH, que vous connaissez bien puisqu'elle est parmi vous aujourd'hui. Et j'attendais qu'elle soit mon business partner, que pour tout ce qui concerne les transformations mettant en jeu l'humain, elle soit là, que si j'avais besoin d'un système d'information pour aller tester les désirs des collaborateurs
ou pour leur faire exprimer ce qu'ils pensaient de leur manager. J'avais pas envie de me coltiner le DSI, j'avais envie de dire à ma DRH, est-ce que tu peux m'apporter ça? Et je voulais qu'elle m'accompagne dans tout, et c'est ce qui s'est passé. Ça a été 8 années de partenariat extrêmement réussi entre nous et elle. Aujourd'hui, en tant que RH à Matignon, il m'arrive aussi d'accompagner. Actuellement, nous accompagnons une ministre, son cabinet et ses directeurs sur l'ensemble de ces déséquilibres. Comment est-ce qu'on observe ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on fait évoluer nos façons de travailler? Et comment demain on va pouvoir faire bouger les organisations, même si c'est plus difficile et plus long. Et je peux vous garantir que c'est hyper joyeux. Être un business partner, c'est hyper joyeux. Quand vous êtes dans une salle avec une ministre qui se met en horizontale, au même niveau que son cabinet et de l'ensemble de ses directeurs, et qu'ensemble, ils réfléchissent à leurs constats et à leur manière de faire évoluer leur façon de travailler et leurs organisations, je trouve que ça donne à la fonction RH énormément de légitimité et énormément de plaisir. Voilà, alors j'ai dépassé mon temps. Je voudrais juste vous passer un petit extrait de la fin du film de 1948, Le Troisième Homme, pour définitivement vous convaincre que le mouvement, le déséquilibre sont porteurs de plaisir et de créativité. On n'est pas l'air si accablé. Au fond, tout ça n'a rien d'affreux. Tu sais ce qu'un écrivain a dit un jour? En Italie, durant 30 ans, ils ont eu les Borgia, la guerre civile et la terreur. On vous tuait pour un rien, mais ils ont produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. Tandis qu'en Suisse, ils ont pratiqué la fraternité. Ils ont connu durant 500 ans la démocratie et la paix, et ils ont produit une pendulette qui fait coucou. Au revoir, Johnny. Moi, je vous souhaite d'être les Michel-Ange et les Raphaël de la transformation et des nouveaux équilibres du XXIe siècle. Merci.